Salut tout le monde, soyez les bienvenus ici sur Investir dans les dividendes. Je suis très heureux de vous retrouver après cette interruption à cause des vacances d'été. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors, nouvelle vidéo sur le top 3 des actions à dividendes du mois de septembre 2022. Je vais vous parler de trois entreprises, dont deux qui sont des nouvelles entreprises dont je vous ai encore jamais parlé ici sur cette chaîne et sur lesquelles je viens de rentrer. On va parler un peu de la situation macro avec la conférence de Jérôme Powell, le président de la Fed également, et l'impact sur les marchés vendredi dernier, le vendredi 26 août. Mais juste avant, je voulais vous annoncer que je me suis lancé sur Instagram suite à vos nombreuses demandes pour pouvoir avoir plus de contacts au quotidien avec moi entre deux vidéos. Je sais qu'il peut se passer un petit peu de temps entre deux vidéos et donc vous m'avez réclamé d'ouvrir une page Instagram et c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, vous pouvez me rejoindre sur Investir dans les dividendes. Donc sur Instagram, je vous mets le lien directement dans la description de cette vidéo et également en premier commentaire. Vous voyez, cet été, j'ai posté quelques infos. Par exemple, j'ai parlé de la compte sur dividende de Vinci qui va être en augmentation de plus de 53%. J'ai fait une petite analyse sur l'action Ruby. Je vous ai parlé des résultats avec la perte nette comptable énorme de Berkshire Hathaway. Je vous ai parlé de Sanofi aussi avec cette chute du cours de bourse cet été. Je vous ai parlé des résultats de Crédit Agricole ou encore d'AXA et de son nouveau programme de rachat d'actions d'1 milliard d'euros ou encore de la foncière Gecina que j'aime beaucoup. Bref, je ne vais pas poster tous les jours sur Instagram, mais en tout cas entre deux vidéos, vous aurez souvent certainement quelques posts sur l'actualité du marché boursier. Donc n'hésitez pas à me rejoindre maintenant sur Instagram. Après, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que je suis sur Insta que je vais faire moins de vidéos YouTube. Il n'y a pas de problème, ce sera juste en complément, en plus de ma chaîne YouTube. Allez, on commence sur la partie actualité monétaire avec Jérôme Powell, donc le président de la Fed, qui a fait son intervention, son discours qui était extrêmement attendu à Jackson Hole. C'est le rendez-vous annuel des banquiers centraux. À chaque fois, à chaque fin d'été, fin août, ils se réunissent et ils parlent bien des conditions monétaires, de ce qu'ils comptent faire. Et donc, Jérôme Powell a confirmé que la lutte contre l'inflation est une priorité absolue et contrairement à ce que certains opérateurs de marché attendaient, c'est-à-dire une stabilisation au niveau des taux ou alors une hausse moins importante et peut-être une baisse dès la fin 2022 ou tout début 2023 pour relancer l'économie, et bien là, dans son discours, on comprend bien qu'il n'a pas du tout l'intention de freiner la hausse des taux. En même temps, il faut regarder quand même les choses en face, c'est-à-dire que l'inflation aux États-Unis, certes, a légèrement baissé, elle était quasiment montée à 9%, elle est globalement à 8,4, 8,5 de mémoire, mais en fait, l'inflation cible, c'est 2%. Donc en fait, ça reste plus de 4 fois plus important que la target qui est ciblée par la Fed, par les banques centrales au niveau de l'inflation. Donc c'est pas parce que l'inflation a commencé à décroître légèrement et encore c'est parce que le baril de pétrole avait fortement baissé que en fait le taf de la Fed est terminé. Donc c'est normal que les banques centrales augmentent très fortement les taux pour pouvoir lutter contre ce fléau qui est l'inflation et qui est d'ailleurs l'ennemi des rentiers, l'inflation. Donc voilà, la ligne dure est confirmée, au moins c'est dit avec des mots très clairs. Et vous voyez quelques titres de presse, comme par exemple chez nos amis belges. Bonjour à vous d'ailleurs, je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent la chaîne. La Libre Echo, eh bien, vous voyez, Jérôme Powell douche les marchés et coupe la reprise boursière en plein élan. Encore chez Challenge, les inquiétantes déclarations du patron de la Banque centrale américaine. Alors, moi, je trouve qu'il a été bien dans son intervention, il est responsable. Après, oui, forcément, il nous promet un peu des larmes et du sang au niveau du consommateur américain. Ça va être difficile avec cette hausse des taux. Il y aura forcément des impacts indésirables sur le marché immobilier, sur pas mal de choses. Donc voilà, c'est sûr que ça a pas mal secoué les marchés qui avaient bien rebondi quand même cet été. C'était assez incroyable que malgré le contexte actuel, les marchés rebondissent autant. Eh bien, il n'y avait pas beaucoup de volume comme chaque été et en même temps, les gens espéraient que la Fed allait lever pied sur la hausse des taux. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait eu cette complaisance des marchés et ce rebond assez important. Donc, ça risque de tanguer quand même dans les semaines et dans les mois à venir en fonction de l'évolution de la hausse des taux et de la situation économique mondiale. Si on regarde ce que ça a donné sur les marchés justement quand monsieur Jérôme Powell a commencé son discours, eh bien vous voyez que ça s'est bien pété la gueule. Vous avez le CAC 40 qui a baissé de 1,68%.
Mais je vous rappelle que le discours de Jérôme Powell, c'était en heure française dans l'après-midi, alors que au niveau des USA, c'était le matin. Donc, vous voyez sur la gauche le CAC 40 qui avait baissé d'1,68%. Il avait déjà eu une baisse en début d'après-midi parce qu'il y avait eu des rumeurs comme quoi la BCE allait augmenter peut-être de manière bien plus agressive ses taux. Au lieu de 0,5, peut-être augmenter de 0,75% lors de la prochaine décision. Et vous voyez le Dow Jones et le Nasdaq qui se sont pris tous les deux des bonnes petites claques avec moins 3%. Donc, le Dow Jones a continué de baisser au fur et à mesure de la prise de parole de Jérôme Powell. Et pareil au niveau de Nasdaq qui s'est bien fait démonter avec moins 3,94%. Donc, soyez prudents, ne vous jetez pas sur les actions à la moindre baisse. On ne sait pas de quoi demain est fait, on ne sait pas comment va réagir le marché. Donc, c'est pareil dans les actions que je vais vous donner, dans moi, les actions que j'achète. Je fais attention à ça, à ne pas surréagir en achetant à la moindre baisse. Je me fixe des targets de prix pour rentrer sur certaines actions, des targets qui sont, selon moi, assez basses. Et quand je les atteins, eh bien, là, j'achète. Alors, on va commencer à découvrir ces 3 actions, mais juste avant, je vous rappelle, plus que jamais que je ne suis pas conseiller financier. C'est super important que vous fassiez vos propres recherches et donc du coup, l'avis que j'exprime dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. C'est vous qui devez décider, d'investir votre argent ou pas, dans différentes, entreprises. Sachez que je suis actionnaire des 3 sociétés que je mentionne dans cette, vidéo. On commence tout de suite avec la première action. Sachez que c'est une action que j'aime beaucoup, qui a vocation à devenir un des piliers de mon portefeuille parce que c'est une action verte, une action qui œuvre pour la transition écologique, donc une action pour moi d'avenir et en même temps une entreprise extrêmement solide. Et cette entreprise n'est autre que le géant français de la transformation écologique, Veolia. Je vous ai mis le code ISIN et le code mnémonique si jamais vous voulez retrouver l'action. Après, elle fait partie du CAC 40, donc elle n'est pas compliquée à trouver chez votre courtier. Au cours actuel de l'action, le dividende de l'année dernière eh bien, représente un rendement de 4,42%. Et je pense que ce dividende va pouvoir être amené à être augmenté si jamais la situation économique ne se détériore pas plus d'ici la fin de l'année. Veolia, c'est 3 grands métiers. Il y en a 2 qui sont très connus, un autre qui est un petit peu moins connu. Donc, vous avez les eaux, le traitement des eaux usées, notamment la production d'eau potable, etc. Vous voyez qu'ils desservent quasiment 80 millions de personnes en eau potable. Vous avez les déchets, donc ça c'est également connu comme l'eau, donc traitement des déchets, recyclage, etc. Et puis bien entendu l'énergie. Alors l'énergie, enfin je vous dis bien entendu, mais en fait ça c'est le pôle qui est le moins connu. Donc Veolia produit de l'énergie, vous voyez, qui il gère des installations thermiques, des réseaux de chaleur et de froid. Et donc, ils produisent de l'énergie qu'ils revendent à des entreprises, qu'ils revendent à des collectivités locales. Et donc, en ce moment, eh bien, la hausse des prix de l'énergie bénéficie pleinement à Veolia sur ce pôle-là. On va le voir juste après au niveau du chiffre d'affaires. Veolia, c'est un groupe mondial. À fin 2021, il y avait un peu plus de 176 000 collaborateurs, vous voyez, répartis sur les 5 continents, en sachant que depuis, Veolia a racheté Suez, donc les effectifs ont augmenté à quasiment 220 000 collaborateurs, mais à fin 2021, on était sur cette photographie-là. En termes de chiffre d'affaires à fin 2021, un peu plus de 28,5 milliards d'euros, vous voyez en bas à gauche, 2019, 2020, 2021. Donc là, on est sur un chiffre d'affaires qui est même au-dessus de celui de 2019. Ce qui est très intéressant en haut à droite, c'est la répartition de la clientèle du groupe. 52% de collectivités publiques, donc des clients qui sont quand même plutôt safe, et 48% d'industriels, donc une répartition quasiment 50-50. Ça me plaît cette répartition. Au niveau des différents métiers, vous voyez que le premier métier du groupe en chiffre d'affaires en 2021, ça a été les déchets, suivi de l'eau à 37,8% et pour terminer, l'énergie à 22,8%. Et si on regarde le chiffre d'affaires donc par segment géographique, eh bien, vous voyez que la France pèse 20% du chiffre d'affaires. L'Europe hors France pèse 38%. Donc, on fait 38 plus 20, vous êtes quasiment sur 60%, on est sur 59% du chiffre d'affaires qui est réalisé en Europe. Et dans le reste du monde et les activités mondiales, ils découpent ça entre reste du monde et activités mondiales, eh bien on voit que c'est 40% du chiffre d'affaires qui a été généré donc à l'international pour Veolia.
Donc, si on regarde très rapidement, on voit que le chiffre d'affaires France s'est bien porté en 2021 puisque croissance par rapport à 2019. Europe hors France a fortement bondi également avec plus 16% par rapport à 2019. Donc, on voit que c'est l'Europe et la France qui ont généré une progression du chiffre d'affaires en 2021 versus 2019. Si on regarde l'EBITDA, la France représente donc 20% entre guillemets, enfin 20% du chiffre d'affaires de Veolia, mais on voit que c'est 25% de l'EBITDA en 2021. Parce que si vous faites 1075 en bleu en 2021 divisé par 4234, donc l'EBITDA total, ça donne bien 25% de l'EBITDA qui est généré par la France. Sur les résultats, du coup, si on regarde le résultat net, courant part du groupe, on est sur 896 millions d'euros. C'est plus du double de 2020 et c'est une progression de plus 21% par rapport à 2019. Donc, résultat net extrêmement intéressant. EBITDA record. Il y a eu des économies qui ont été effectuées, 382 millions d'euros d'économies, au-dessus de l'objectif de 350 millions d'euros d'économie. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis également, le free cash flow net qui lui aussi est à un niveau record à plus de 1 milliard 200 millions d'euros. Et pour terminer, le dividende a été augmenté de plus 43% par rapport à 2020. Alors, il avait été abaissé, on va en parler plus tard, mais il n'empêche que rebond très important de plus 43%, et c'est 1 euro par action au niveau du dividende qui a été distribué aux actionnaires. Je vous l'ai dit, il y a des plans d'économie qui sont en place depuis quelques années maintenant au niveau de Veolia, et vous allez voir qu'avec Suez, ça va encore s'accélérer. Donc voilà, ils font des économies un petit peu partout. Vous voyez, 25% de gains d'efficacité au niveau de la France, 36% en Europe hors France, et tout ce qui est reste du monde et activité mondiale, ça représente 39% des gains d'efficacité. C'est normal par rapport au chiffre d'affaires qu'on vient de voir, 60% Europe et France, et bien ça correspond à ces gains d'efficacité sur cette zone-là, et 40% au niveau mondial. Au niveau des gains d'efficacité en 2022, et bien maintenant sur le nouveau Veolia, grâce à l'intégration de Suez, l'objectif donc d'économie passe à 350 millions d'euros versus 250 millions en 2021. Le free cash flow, je vous l'ai dit, c'est un free cash flow record, mais je voulais que vous puissiez voir les années précédentes. Vous voyez, 868 millions de free cash flow net générés en 2019 et plus d'1 milliard en 2021. Alors, les 122 millions que vous voyez au-dessus de la pile de 1 milliard 219 millions, eh bien ça, c'est le dividende de Suez qui avait été perçu, puisque Veolia avait déjà acheté des actions Suez en 2021 avant de lancer son OPA. Point important, bien entendu, c'est la guerre en Ukraine et l'exposition de Veolia. Est-ce que Veolia est très exposé ou pas? Eh bien, vous voyez que Veolia n'est quasiment pas exposé à la Russie et à l'Ukraine. Donc voilà, ça c'est une bonne chose dans le contexte actuel. Vous voyez sur la droite le graphe, la Russie représente moins de 1% des revenus en Europe, sur la zone Europe. Et puis au niveau de l'Ukraine, c'est infinitésimal. Pour le coup, ça apparaît même dans la case 0% au niveau des revenus. Alors, Veolia a racheté Suez, en tout cas la quasi-totalité du groupe Suez, et pour ça, ils l'ont financé en partie par une augmentation de capital. Donc, vous voyez, l'augmentation de capital, elle a eu lieu en 2021, elle a eu lieu sur les mois de septembre et octobre. Donc, si jamais vous aviez 21 actions Veolia, vous pouviez acheter 4 nouvelles actions Veolia. Donc, ça veut dire que le capital a été augmenté de quasiment 20%, donc plus 20% d'actions en circulation chez Veolia. Mais pour le coup, c'est une affaire qui a été rondement menée par le management, puisque ça a été fait au moment où le cours de bourse s'était bien redressé. Et puis, l'acquisition de Suez, c'est une acquisition qui est structurante et qui va générer, malgré cette augmentation de capital, eh bien, beaucoup de valeur pour les actionnaires, puisqu'il y aura une augmentation du bénéfice net par action dès cette année, dès l'année 2022. Et puisqu'on parle du management, eh bien, il y a une transition qui a eu lieu au 1er juillet 2022. Le PDG, on va dire quasi historique de Veolia, qui a redressé cette très belle entreprise, qui l'a remise sur des bons rails et qu'on a fait un leader mondial, Antoine Frérot, eh bien, a passé la main. Alors, il n'a pas passé la main complètement, c'est-à-dire que Antoine Frérot a été PDG de 2009
au 30 juin 2022. Et là, depuis le 1er juillet, les fonctions de président et de directeur général ont été séparées. Et donc, Antoine Frérot est président du conseil d'administration. Donc, c'est toujours lui qui décide de la stratégie de Veolia. Et Estelle Brachlianoff, qui faisait déjà partie des effectifs de Veolia et qui était dans l'équipe d'Antoine Frérot, eh bien, a été nommée directrice générale de Veolia. Donc, il y a un binôme, un tandem à la tête de Veolia avec toujours Antoine Frérot à l'origine du renouveau de Veolia qui pilote toujours la destinée de l'entreprise. Donc, ça, c'est hyper rassurant. Et Estelle Brachlianoff, de toute manière, elle s'inscrit exactement dans les pas d'Antoine Frérot. C'est un de ses mentors. Donc, on est sur une team qui gère l'entreprise qui, pour moi, est solide et va continuer à créer de la valeur. On est sur un management de très haute qualité chez Veolia. Si on regarde rapidement les résultats du premier semestre 2022 pour voir comment ça s'est passé justement par rapport au contexte d'inflation notamment, eh bien on voit que tout se passe bien puisque le chiffre d'affaires est en croissance de quasiment plus 13%. Alors corrigé de l'effet de la hausse des prix de l'énergie, c'est une croissance quand même de plus 6,7%. Donc belle croissance organique. L'EBITDA est en croissance organique de plus 6,1%. Donc vous voyez que c'est dans le haut de la fourchette de croissance qui avait été annoncée entre plus 4 et plus 6% pour l'année 2022. Donc pour le moment, le plan se déroule sans accroc. Et au niveau du résultat net, eh bien, il est en croissance de plus 33,1%. Par rapport au résultat à fin juin 2021. Donc la fusion se passe bien, l'intégration se passe bien et vous voyez que les résultats sont portés par la dynamique commerciale, des très bons volumes et également les prix. Vous voyez en jaune, quand je vous disais que le pôle énergie portait la croissance de Veolia était un pôle important et bénéficiait de la hausse des prix de l'énergie, on le voit direct. Vous avez les boucles locales d'énergie donc à plus 37% et tout ce qui est service énergétique, plus 36% de chiffre d'affaires. Mais ce qu'on voit, c'est que l'ensemble des activités bénéficient d'une progression du chiffre d'affaires au premier semestre 2022. Au niveau du modèle économique, il est solide, il est résilient, il est agile. À droite, vous avez deux camemberts. Le camembert de gauche, en fait, c'était Veolia seul. Donc, vous avez la répartition du chiffre d'affaires. Donc, vous avez 38% qui était généré par l'eau, 39% par les déchets et 23% par l'énergie. Donc, c'était les déchets qui étaient en numéro 1 juste devant l'eau et en troisième l'énergie. Eh bien, vous voyez que le nouveau Veolia a un pôle eau qui génère 42% du chiffre d'affaires. Vous avez le pôle déchets à 37% et l'énergie à 21%. Donc, du coup, le portefeuille activité va être encore plus résilient avec le pôle eau qui est forcément de l'or bleu qui va être extrêmement intéressant pour la croissance future du groupe, en sachant qu'ils ont renforcé leur présence aux États-Unis et que le marché de l'eau aux États-Unis, ça génère du cash. Donc ça, c'est extrêmement bon signe et une bonne nouvelle pour la suite de Veolia au cours des années à venir. Alors, au niveau de l'inflation, 70% des contrats sont indexés globalement sur l'inflation et vous avez pour les 30% restants du CA eh bien, des augmentations de prix qui sont passées. Donc, le management communique sur une inflation qui serait globalement neutre, voire légèrement positive pour Veolia. Bon, globalement, déjà, si c'est au moins neutre, moi, ça me va bien d'avoir une entreprise qui ne souffre pas, qui n'est pas impactée par l'inflation et qui est capable de répercuter cette inflation à ses clients pour les résultats pour cette année et les années à venir. C'est un élément qui est extrêmement important. Au niveau des perspectives 2022, elles ont été confirmées. Résultat net courant en hausse de plus de 20%, attendu à environ 1,1 milliard d'euros, en sachant que dès cette année, on devrait avoir un effet relutif, donc de progression d'environ 10% du bénéfice net courant par action. Donc, malgré l'augmentation de capital de plus 20% qui a eu lieu en octobre 2021, eh bien, le BPA devrait augmenter. Donc, création de richesse pour l'actionnaire avec un dividende au niveau de la politique qui serait en croissance, croissance du dividende en ligne avec celle du bénéfice net courant par action. Donc, je m'attends à une hausse du dividende, mais on va en reparler dans un instant. Au niveau de l'acquisition de Suez, eh bien, ça se passe bien. Vous le voyez au niveau des prévisions déjà 2022. Mais comme je vous le disais, le fait d'avoir acquis Suez, eh bien, ça permet d'avoir un positionnement
positionnement géographique encore plus pertinent avec justement la présence renforcée aux États-Unis dont je vous parlais, des rendements élevés avec un risque faible, une forte valorisation du marché. Et le marché de l'eau, c'est des activités qui sont extrêmement résilientes. Ça a permis aussi d'acquérir des technologies qui sont complémentaires à celles que possédait Veolia, et donc du coup de pouvoir vendre plus de services à ces différents clients. Et puis ça permet de générer des synergies de coûts, de la création de valeur. Et donc le plan de synergie, il a été confirmé à 500 millions d'euros au total avec l'acquisition de Suez. Pourquoi j'aime bien Veolia en dehors de cette acquisition structurante de Suez? C'est parce qu'en fait Veolia est vraiment un acteur de la transition écologique, et je vais vous le prouver là avec différents projets innovants qui sont en cours au 30 juin 2022 chez Veolia. Vous voyez, par exemple, la partie donc Veolia Water Technology a remporté un contrat pour pouvoir traiter l'eau de mer au large de la Guyane, donc pour gérer du refroidissement, pour générer de l'eau douce notamment. Donc ça, vous voyez, ça fait partie de l'avenir. Il y a un projet de décarbonisation en France avec la construction d'une cogénération biomasse pour remplacer le gaz et donc économiser plus de 200 000 tonnes de CO2. Donc voilà, génération de gaz biomasse qui permet d'économiser énormément de CO2. Donc ça, c'est pareil, c'est du beau projet et ils en ont comme ça un peu partout dans le monde. Et on a un problème en France aussi, en haut à droite, là, c'est qu'on ne réutilise quasiment pas les eaux usées, seulement 1%. Alors dans certains pays, c'est bien plus important en termes de taux de réutilisation, et donc Veolia essaye de doper ça. Et donc là, en France, eh bien, vous voyez, il y a un premier pas qui a été effectué avec une première unité de réutilisation d'eau en Vendée qui a été signée. Donc voilà, on va retraiter les eaux contaminées et après pouvoir les réinjecter, utiliser pour l'agriculture notamment, etc. Et puis, vous voyez que Veolia essaye de réduire son empreinte carbone également, puisqu'ils ont signé un partenariat avec Total Energy pour la construction d'un système photovoltaïque pour leur usine de dessalement à Sûre. Et donc, du coup, en fait, ça va permettre de générer plus d'un tiers de la consommation journalière de l'usine de dessalement de Veolia. Donc voilà, des beaux projets d'avenir, et des projets comme ça, là, il y en a 4 qui sont cités, mais il y en a des dizaines et des dizaines, et Veolia va continuer à accélérer dans cette direction. Au niveau du dividende de Veolia, petit zoom en arrière sur les 7-8 derniers exercices. Donc, ce sont les années de versement avec les exercices de 2014 à 2021. Donc, vous savez que l'exercice est effectué et l'année suivante, eh bien, il y a l'année de versement du dividende. Si on voit 2020, donc au titre des résultats 2019, à la base, le dividende a été prévu à 1 euro. Il a été coupé en deux, donc divisé par deux à 50 centimes d'euros par rapport à la crise Covid. Mais Veolia a résisté à la pression des pouvoirs publics de supprimer le dividende. Donc Veolia a maintenu un dividende même s'il a été baissé. Vous voyez que ça a progressé en 2021 au titre de 2020, et puis en 2022, donc gros gap, plus 43%. Ça représente ce dividende d'1 euro par action qui a été versé, 82% du résultat net courant part du groupe. Donc ça, c'est quand même assez élevé. Mais si on regarde le free cash flow net, c'est seulement 61% du free cash flow net. Et vous savez que le dividende, il ne se paye pas avec le résultat net, mais avec le free cash flow qui est généré par l'entreprise. Et donc là, on est dans quelque chose qui est tout à fait correct. Alors, c'est pas super bas, mais c'est correct de reverser 60% de son free cash flow net en dividende. Donc, c'est pour ça que je pense que Veolia, en plus, avec la croissance qui va pouvoir augmenter son dividende dans les années à venir. Si on regarde très rapidement le cours de bourse sur les 5 dernières années au niveau de Veolia, avant que je vous dise ce que j'ai fait et à quel cours j'ai acheté Veolia et sur quel cours je compte me renforcer, vous voyez que sur les dernières années, on a un cours qui est globalement à la hausse. Après, c'est pas fou non plus. Il y a eu une baisse importante avec le Covid, bien entendu, notamment sur le deuxième confinement au 30 octobre 2020. On voit la chute à 15,42 euros. Vous avez l'action qui était remontée début 2022 malgré l'augmentation de capital à plus de 30 euros. On était monté à 33,49 euros. Et donc là, ça a bien rebaissé à 22,61 euros si on regarde en year to date,
donc depuis le début de l'année, on voit que on est globalement, hein, à peu de choses près sur les plus bas de l'année, puisqu'on a clôturé le 26 août, le vendredi 26 août à 22,61 €, quand le plus bas des 52 dernières semaines est à 22,21 € et le plus haut à 33,49 €. Donc vous voyez, on est même plus bas que quand la guerre en Ukraine a été déclenchée. Donc pour moi, c'est des cours qui commencent à devenir vraiment intéressants au niveau de Veolia et c'est pour ça que je suis rentré, que j'ai ouvert une position. Donc ouverture d'une position, j'ai commencé à rentrer le 14 juillet. J'ai passé un ordre pour 50 actions qui a été exécuté à 22,48 € et au mois d'août, je me suis renforcé avec un ordre pour 43 actions qui a été exécuté à 22,96 €, donc un peu supérieur à mon premier prix de revient. Et donc, pour le moment, j'ai 93 actions à un PRU de 22,83 €, frais inclus. Ça veut dire que j'ai investi 2 122,92 € dans Veolia. Je vais vous dire ce que ça représente en augmentation de dividendes et ce que je compte faire ensuite. Donc, ma rémunération en tant qu'actionnaire, si jamais le dividende était maintenu au même niveau, ce serait 93 € de plus et ça ferait 4,38% de rendement sur mon capital investi. Mais normalement, le bénéfice net courant par action devrait augmenter de plus 10%. Et donc, par rapport à ça, le dividende devrait être au moins d'1,10 € Et donc, ça me ferait 102,30 € supplémentaires de dividendes en 2023. Et donc, ça me ferait un taux de rendement sur mon capital investi de pas loin de 5%, de 4,82%. Donc, au niveau de Veolia, je compte donc me renforcer si jamais l'action descend en dessous des 21 € et puis me renforcer autour des 19-20 € si jamais l'action et la bourse m'en donne l'occasion. Bon, vous voyez, un Veolia a traversé des moments pas très drôles quand même, hein, notamment les années 2011, 2015, 2016. Ça a été très compliqué. Antoine Frérot a bien redressé toute la situation. Il avait trouvé Veolia dans un état un petit peu compliqué. Et donc là, Veolia, pour moi, c'est une nouvelle histoire qui s'écrit. Donc, je compte en faire vraiment un pilier de mon portefeuille. Et donc, c'est pour ça que je compte renforcer assez massivement Veolia et être présent donc au capital de cette très belle entreprise. Donc, mes trois objectifs, c'est sécuriser mon portefeuille contre l'inflation avec une action qui est défensive. Donc là, j'ai commencé à le faire, mais vous avez compris que je comptais me renforcer et faire de Veolia une action qui pèse plus dans mon portefeuille. Mettre de la croissance verte et de long terme dans mon portefeuille. C'est vrai que je veux avoir un peu plus de croissance dans mon portefeuille, mais de la croissance qui me génère quand même du rendement. Et Veolia coche ces cases-là et recevoir un dividende croissant. Donc voilà, Veolia, c'est une belle entreprise pour miser sur la transition écologique tout en recevant des dividendes qui, pour moi, sont vraiment intéressants. On continue avec la deuxième action de ce top 3 à dividendes du mois de septembre 2022. D'ailleurs, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, s'il vous plaît, à partager cette vidéo et à mettre un commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. On continue donc avec une nouvelle action qui vient de rentrer dans mon portefeuille. Un leader mondial dans son domaine, le français Michelin. Michelin qui, au cours actuel, génère un rendement de 4,64%. Vous allez voir que Michelin, c'est pas que du pneu, qui se développe énormément, qu'ils ont une R&D de fou furieux et qu'il y a plein de projets aujourd'hui chez Michelin. Alors Michelin, c'est un peu plus soumis à la conjoncture que l'action dont on vient de parler, mais pour moi, ça commence à devenir intéressant au cours actuel de rentrer progressivement sur cette action. Alors, ce qui est intéressant au niveau du capital, c'est qu'il y a quasiment 10% du capital qui est entre les mains d'actionnaires individuels. Donc, c'est une entreprise qui est appréciée par les actionnaires individuels. Voilà, quasiment 10%, et le personnel est présent également au capital du groupe. Alors, pour information, Michelin, c'est une entreprise qui est en commandite par action. Donc, c'est comme Ruby, c'est comme Hermès, comme Lagardère auparavant. Vous avez des gérants, des co-gérants qui sont responsables sur leurs biens personnels si jamais l'entreprise fait faillite. Donc, les intérêts sont alignés avec les actionnaires. Donc, c'est assez rare pour être souligné, ce statut de commandite par action. Alors, à certaines actions, ça n'a pas trop réussi, comme Lagardère, à d'autres actions comme Hermès, ça pose pas de problème que ce soit en commandite par action. Allez, si on regarde rapidement Michelin, en bref, c'est 125 000 personnes qui travaillent pour le groupe. C'est donc un leader mondial des solutions de mobilité durable. Ils font énormément de choses, hein, bien entendu, des pneus. Ils ont les guides Michelin. Et puis, bien sûr, aussi, ils pensent à l'avenir avec des marchés à plus forte croissance. Et donc, aujourd'hui, ils investissent énormément en R&D pour les matériaux
matériaux de haute technologie sur des marchés d'avenir. Ils font des composites flexibles durables. Ils travaillent sur les applications médicales, de l'impression 3D métal et même des systèmes de piles à hydrogène zéro émission. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font très attention et qui suivent de près l'hydrogène et qui croient énormément à l'avenir de l'hydrogène dans les transports. Et donc, bah, Michelin est dans le bateau. Ils ont développé une pile qui va d'ailleurs commencer à équiper différents véhicules du marché. Donc, je vous le disais, 125 000 personnes, 177 pays et quasiment 24 milliards d'euros de ventes en 2021. Au niveau de la répartition des ventes 2021, 38% du ça a été généré en Europe. Vous avez 35% en Amérique du Nord et 27% dans les autres régions du monde. Donc, c'est plutôt pas trop mal réparti. Je vous le disais, une R&D très importante. La preuve, c'est 6000 personnes chez Michelin qui bossent dans 8 pays sur la recherche et développement. Au niveau des sites de production, 123 sites dans 26 pays et près de 8000 centres intégrés au niveau de la distribution ou franchisés dans 30 pays différents. Donc, on voit que Michelin, c'est une entreprise qui est extrêmement complète. Si on regarde les différentes typologies de vente chez Michelin, on voit que le groupe il est quand même assez résilient puisque vous avez 42 plus 26, 68% des ventes qui sont sur une cyclicité qui est soit faible, soit très faible. C'est-à-dire que, alors RT, c'est le remplacement. RT automobile et deux roues, donc le marché du remplacement. Quand vous roulez avec votre scooter, votre moto ou votre voiture, eh bien, vous usez vos pneus, vous les abîmez, vous avez besoin de les changer. Eh bien, ça, c'est donc un marché de renouvellement qui a généré 42% des ventes de Michelin en 2021. La cyclicité, elle est quand même très faible, hein, en sachant que ce qui compte, c'est le nombre de kilomètres parcourus. Alors peut-être qu'avec la hausse du pétrole, il y a moins de kilomètres parcourus et que du coup, il va avoir un peu moins d'usure des pneus. Mais globalement, la cyclicité est quand même jugée très faible en temps normal. Au niveau du transport, notamment transport de marchandises, la cyclicité, elle est faible. C'est 26% des ventes en 2021. Et sur des cyclicités qui sont plus élevées, vous avez à droite les pneus de spécialité, donc les pneus pour les engins dans les mines, pour les avions également. C'est des pneus de très très haute technologie qui génèrent beaucoup de marge, on va le voir juste après, mais qui a du coup une cyclicité élevée. Et une cyclicité très élevée, et ben ça c'est le marché de la première monte au niveau automobile. Donc là, ça dépend de la production automobile. Si jamais demain les constructeurs vendent moins de bagnoles, bah forcément ils vont commander moins de pneus à Michelin. Et ça a généré 10% du chiffre d'affaires en 2021. Donc vous voyez, vous avez globalement deux tiers du CA qui est pas trop soumis au cycle et puis un tiers qui est quand même très impacté. Donc c'est pour ça que Michelin, si demain l'activité ralentit économique mondiale ralentit fortement, eh bien sera quand même impacté au niveau de son chiffre d'affaires et de ses marges et de ses profits. C'est sûr et certain. Au niveau des résultats 2021, vous voyez, ils ont appelé SR1 tout ce qui est automobile et distribution associée, SR2 transport routier et distribution associée, et SR3 c'est l'activité de spécialité, les fameux pneus dont je vous parlais. Donc ce qu'on peut voir en fait, c'est qu'en numéro 1 en chiffre d'affaires, c'est tout ce qui est automobile et distribution associée, suivi de transport routier, et en 3, eh bien c'est les activités de spécialité. Maintenant, on va regarder comment ça se passe au niveau des marges. Si on regarde en bas les différentes courbes, on voit que donc SR1 au niveau automobile a généré pas mal de marge. Le taux de marge s'est bien amélioré en marge opérationnelle en 2021, 13,7% par rapport à 11,1 en 2019. Et on voit en revanche que les pneus de spécialité ont une marge qui a quand même baissé. Vous voyez, c'était 18,7%, la marge la plus élevée du groupe en 2019. Ça avait baissé à 14,8% en 2020 et seulement 13% en 2021. Donc là, ils font du travail en ce moment sur ces activités de spécialité pour pouvoir redresser la marge opérationnelle. Et on verra que ça commence déjà à s'améliorer sur le premier semestre 2022. Donc normalement, ce pôle-là, même si c'est pas celui qui génère le plus de chiffre d'affaires, eh bien, c'est normalement ce pôle qui devrait sur 2022 avoir à nouveau le meilleur taux de marge opérationnelle et donc porter la marge du groupe Michelin. Le résultat net s'est élevé à 1,845 milliard d'euros, donc
au-dessus de 2019, donc très bon résultat en 2021, et ce qui donne un résultat par action de 10,31 € et donc un dividende qui a été versé de 4,5 euros, donc c'est un peu plus de 40% de taux de distribution. Et le rendement par action par rapport au cours de l'action Michelin au 31/12/2021, eh bien, ça donnait un taux de rendement de 3,1% aujourd'hui par rapport à la baisse du cours de bourse. Ce rendement, si jamais le dividende était le même, eh bien, est plus important. Alors, on va en parler, mais ces chiffres-là, c'était avant le split de l'action puisque l'action a été divisée. On va en reparler dans un instant. Si on regarde l'évolution du dividende par action versée au titre des différents exercices, si on regarde sur les 12-13 dernières années, eh bien, on voit que ce dividende était quand même en hausse entre les exercices 2012 et 2018. Il y a eu la baisse forcément au niveau de l'exercice 2019, donc qui a été versé en 2020 par rapport à la crise Covid, mais le dividende a quand même été maintenu. En tout cas, ils ont maintenu le versement d'un dividende. Ça avait légèrement progressé au titre de l'exercice 2020 et donc versement en 2021. Et là, on voit en jaune l'exercice 2021, donc versé en 2022, s'est élevé à 4,50 €. C'est une progression quand même de ce dividende de plus 22% par rapport à la période pré-Covid. Donc, on voit que le management a à cœur de repartir sur une dynamique de croissance du dividende et est confiant dans la capacité du groupe à délivrer son plan stratégique et à continuer à générer de la valeur pour l'ensemble des parties prenantes. Si on regarde le taux de distribution, voir ce que ça donne au cours des années précédentes, on voit que Michelin avait plutôt l'habitude de verser entre 35 et 38-40% de ses bénéfices sous forme de dividendes à ses actionnaires. Et là, ils ont annoncé un taux de distribution cible d'environ 50%. Alors, dans le 50%, il y a quoi? Il y a le dividende, mais aussi des éventuels programmes de rachat d'actions qui peuvent être opportunistes. S'ils voient que le cours de bourse est, selon eux, sous-évalué, eh bien, ils pourraient déclencher un programme de rachat d'actions pour pouvoir après les annuler et donc rémunérer les actionnaires. Donc, on voit globalement qu'on est sur des taux de distribution qui sont tout à fait corrects, qui permettent de garder du cash pour l'entreprise, pour investir dans son futur et en même temps de bien rémunérer ses actionnaires. Je vous le disais, l'action a été divisée par 4. Alors, quand je dis divisée par 4, c'est pas qu'elle a perdu de la valeur, c'est que le management a décidé de diviser la valeur des actions pour rendre le titre plus liquide, plus fluide, pour faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui puissent permettre d'acheter l'action. Michelin, je vais prendre un exemple qui était l'exemple d'ailleurs qui s'est réellement produit. Imaginez, vous possédiez une action Michelin à 100 euros à la veille du split en fait de l'action Michelin. Eh bien, puisqu'elle a été divisée par 4, vous vous retrouvez le lendemain avec 4 actions d'une valeur de 25 euros. Donc, vous avez toujours 100 euros d'actions Michelin au total. Seulement, au lieu d'en avoir une, vous vous retrouvez avec 4 qui valent 25 euros chacune. Donc, c'est censé, comme je vous le disais, fluidifier le marché, faire en sorte qu'il y ait plus d'échanges de titres et qu'il y ait peut-être plus de petits porteurs aussi qui puissent se permettre de rentrer progressivement sur le titre Michelin. Regardons rapidement les résultats du premier semestre 2022. Les ventes, donc le chiffre d'affaires a bien progressé par rapport à l'année dernière, puisque là, il est à plus de 13 milliards par rapport à 11 milliards au premier semestre 2021. Maintenant, c'est aussi parce qu'ils ont été capables de passer des hausses de prix et donc ça a joué forcément sur le taux de marge opérationnel des secteurs qui a baissé de 12,7 à 11,5%. Si on regarde le résultat net, il a baissé, il était à un peu plus d'1 milliard au premier semestre 2021. Là, il est à 843 millions d'euros. Il y a notamment un impact d'un peu plus de 200 millions d'euros des activités russes. Donc voilà, la Russie, par rapport au contexte actuel, a fortement pesé sur le résultat net, ce qui fait que le résultat net par action a baissé en passant de 1,44 € à 1,18 €. Je vous ai mis cette slide, on va passer juste quelques secondes dessus. C'est juste pour vous montrer l'évolution de la marge au niveau des différentes catégories, donc automobile, transport et pneus de spécialité. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au niveau de la marge opérationnelle des pneus de spécialité, ça a encore baissé par rapport au premier semestre 2021, mais en fait en séquentiel, ça s'améliore. C'est-à-dire que la marge des pneus de spécialité était de 14,8% au premier semestre 2021. Au deuxième semestre 2021, a été tombée à 11,3 et donc là, elle rebondit à 13,5%. Donc si jamais ce bon travail continue à être réalisé au niveau des pneus de spécialité, donc sur la marge, on devrait avoir normalement une marge 2022 qui sera supérieure à la marge 2021 sur cette partie du chiffre d'affaires. Au niveau de la stratégie de Michelin, franchement, c'est un groupe qui est
passionnant, qui a un historique de fou furieux. Je vous ferai une vidéo dédiée sur Michelin avec tout l'historique. Ça fait plus de 130 ans que l'entreprise existe. Ils ont fait plein de choses, ils ont survécu à plein de crises et donc du coup, ils savent ce que ça veut dire que d'innover. Ils savent que l'innovation, en fait, c'est indispensable pour pouvoir croître, survivre, se développer. Et donc là, aujourd'hui, ils investissent dans trois domaines qu'ils ont définis comme tels. Dans le pneu, donc c'est leur domaine de spécialité historique, dans l'écosystème autour du pneu et au-delà du pneu, donc des activités qui n'ont pas de rapport direct avec le pneumatique. Donc il précise bien, vous voyez ici en bas à gauche, que tout ce qui est autour du pneu et au-delà du pneu, la spécificité par rapport au marché du pneu, c'est que la croissance du marché, elle est plus forte, c'est qu'on peut générer plus de marge, vous voyez, les bits plus, et en plus, ça demande moins de capex, donc moins d'investissement, moins de mobiliser du cash pour pouvoir développer ces activités-là. Donc, il y a de la R&D, il y a également des rachats, ils font des acquisitions, et donc, ils ont énormément d'innovations, comme notamment des voiles sur des cargos pour faire en sorte que les cargos consomment 20% d'énergie en moins et donc polluent 20% de moins pour se déplacer. Il y a des tests qui ont été effectués, il y a des nouveaux tests qui vont être effectués là en mer au second semestre 2022. C'est un truc de dingue, je vous en reparlerai dans une vidéo. C'est assez loin du domaine historique de Michelin, mais c'est assez impressionnant ce qu'ils sont capables de faire. Donc voilà, ils font énormément d'investissements pour pouvoir créer de la valeur dans le pneu et en dehors du pneu. Et c'est pour ça que j'aime bien cette entreprise Michelin. Si on regarde les cours de bourse, en haut à gauche, vous avez le year to date, donc depuis le début de l'année, et en bas à droite, depuis 5 ans, les 5 dernières années. Vous voyez que l'action est en baisse de 34%, donc elle sous-performe très nettement le CAC 40 depuis les débuts de l'année. Elle est même plus bas que lors du début de la guerre en Ukraine, où le cours était tombé aux alentours des 26 euros. Donc là, bien entendu, les cours sont réadaptés par rapport au split de l'action, hein, Michelin, qui a été effectué au mois de juin 2022. Vous voyez, sur les 5 dernières années, l'action était tombée sous les 19 euros au mois de mars 2020 lors du premier confinement. Elle est montée quand même dernièrement à 38,92 € au plus haut. C'était tout début 2022. Donc là, je trouve qu'aujourd'hui, on peut commencer à regarder l'entreprise Michelin sur ses niveaux de valorisation et de cours de bourse. C'est pour ça que j'ai commencé à ouvrir, alors gentiment, hein, très gentiment, une position sur Michelin fin août. J'ai acheté 10 actions à un PRU de 24,98 €. En fait, mes ordres, ils ont été exécutés, je crois, à 24,78 ou 80, un truc comme ça, mais avec les frais, taxes sur les transactions financières, frais de courtier, etc. Eh bien, j'arrive à un investissement de 249,80 € et donc un PRU de 24,98 €. Donc, le but de cette position, vous connaissez la taille de mon portefeuille, c'est rien, hein, 10 actions au niveau de l'échelle de mon portefeuille, mais c'est juste pour déjà avoir Michelin dans mes positions, pouvoir le voir, je ne vais pas dire quotidiennement, parce que je ne suis pas tout le temps sur mon compte bourse, mais en tout cas, quand je me connecte pour regarder un peu comment ça se passe, ça me permet de voir Michelin et de l'avoir bien en tête. Et donc, l'idée, ça va être de me renforcer progressivement si l'action continue à baisser pour faire de Michelin une position assez importante de mon portefeuille. Si on regarde sur le long terme, eh bien, on voit que c'est une entreprise qui a plutôt tendance à croître. En tout cas, si on regarde le cours de bourse, on voit que la valorisation augmente globalement, hein. C'est une courbe, hein, qui progresse. Donc, au niveau de Michelin, on connaît sur l'entreprise qui, pour moi, est quand même saine, qui sait innover, qui sait se remettre en question. Et donc, c'est sûr que si l'action, elle baisse vers les 22 ou même sous les 20 euros, aux alentours des 19 euros, comme ça a été le cas au niveau de la crise Covid 2020, eh bien, j'en profiterai pour pouvoir renforcer de manière très importante ma position Michelin avec une entreprise qui innove, qui génère de la croissance et qui est capable de bien rémunérer ses actionnaires également. On continue avec la troisième et dernière action de ce top 3 et c'est une action qui va peut-être nous générer plus de 10% de rendement en 2023 au titre de l'exercice 2022. Il s'agit de l'entreprise Engie. Engie, c'est une entreprise, alors je sais que certains vont me dire: «Oui, il y a l'État dedans, machin et cetera». Oui, mais l'État ne pèse plus lourd chez Engie et de toute manière l'État met son nez dans toutes les entreprises qui sont présentes en France. La preuve avec le deal avorté de Carrefour et du canadien Couche-Tard, sous prétexte de la souveraineté alimentaire, alors que on a du Super U, on a du Leclerc, on a du Intermarché et cetera. Donc on en a plein
un des distributeurs. Donc voilà, tout ça pour vous dire que l'État met son nez partout par rapport à la souveraineté économique de la France. Donc Engie, l'État est présent au capital, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu quand même un non-sujet. Le management dans le passé a su passer outre des décisions de l'État et des influences de l'État pour pouvoir imposer ses vues. D'ailleurs, je vous avais déjà parlé d'Engie plusieurs fois sur cette chaîne. J'ai fait une vidéo spéciale il y a plus d'un an et demi. Je vous mets le lien maintenant si jamais ça vous intéresse. Et donc aujourd'hui, on va regarder donc Engie qui me plaît énormément par rapport à sa nouvelle histoire avec peut-être un rendement en très très forte croissance. Pourquoi? Parce que les cours du gaz flambent. Vous voyez, ça c'est extrait des échos. La source c'est Bloomberg. Vous voyez que le vendredi 26 août 2022, on vient de taper encore des plus hauts historiques sur des cours du gaz naturel en Europe. En tout cas, vous regardez, hein, sur les 12-13 dernières années, on n'a jamais atteint des pics comme ça. On est quasiment à 319 euros par mégawattheure à Rotterdam, hein, qui est le contrat de référence en Europe. C'est un truc de dingue, hein, si on regardait ne serait-ce qu'il y a un an en arrière, vous voyez que les prix ont été multipliés par 10, par 15. Donc c'est assez incroyable ces prix-là. Donc les consommateurs en souffrent malheureusement. Et encore, hein, je peux vous dire que nous, on ne s'en rend pas compte à ce point en France parce que le gouvernement a mis en place des boucliers. Et quand je dis ça, je ne fais pas de politique. Je ne dis pas, ouais, le gouvernement est bien, il n'est pas bien. On a des boucliers qui nous permettent quand même de sauvegarder vachement d'argent sur cette partie-là. C'est pas le cas en Belgique. C'est pas le cas en Angleterre, c'est pas le cas dans énormément de pays et vous avez des ménages anglais, des ménages belges qui ont leurs factures multipliées par 10 ou par 12 par rapport à l'année dernière. En moyenne, il est attendu que les ménages belges payent 8 000 balles d'électricité et de gaz sur l'année. Donc, c'est un double loyer avec ces prix de l'énergie qui ont explosé. Donc, pour le consommateur, c'est moche. En revanche, pour les entreprises comme Engie, ça permet de générer du cash, hein, forcément. Vous avez le prix de votre produit principal qui explose à la hausse. Ça fait des rentrées d'argent, hein, malgré le bouclier tarifaire en France. Si on regarde les résultats 2021, ils avaient déjà été bons. Puisqu'en fait, le résultat net part du groupe des activités poursuivies, hein, donc le résultat net récurrent avait augmenté de plus 70% à 2,9 milliards d'euros versus 1,7 en 2020. Ça s'était reflété dans le dividende qui avait été en très très forte augmentation à 85 centimes d'euros par action. Et la guidance, donc 2022-2024, était annoncée entre 3,3 et 3,5 milliards d'euros. C'est là où je vous ai mis la flèche. Si on passe au résultat du premier semestre 2022, forcément le premier semestre a été dantesque, hein, au niveau d'Engie. C'est un truc de dingue, hein. Ils le mettent d'ailleurs, un solide performance dans des conditions de marché sans précédent. Donc ça veut dire que demain, si les prix de l'énergie se calment, les résultats d'Engie vont baisser, hein. Ça, c'est sûr. Mais pour le moment, ça engrange du cash. C'est assez impressionnant. Le chiffre d'affaires, il a progressé en organique de plus 71%. Vous avez le résultat net récurrent part du groupe, donc des activités poursuivies. Donc, c'est hors Equance, hein, les activités de service qui vont être vendues à Bouygues au cours du deuxième semestre 2022. Le résultat donc net récurrent part du groupe a été multiplié par 2,5. L'année dernière, sur la même période, il était de 1,3 milliard. Là, on est à 3,2 milliards d'euros. Donc, c'est un truc de dingue. Les performances sont exceptionnelles. Ça va faire du cash. Ça permet à Engie d'accélérer dans les renouvelables, de continuer à dérouler leur plan stratégique et de reverser des dividendes qui vont être intéressants. Alors, la seule petite ombre au tableau, c'est est-ce que les pouvoirs publics, comme en Angleterre ou dans d'autres pays, vont imposer des surtaxes exceptionnelles sur les profits. Alors, il semblerait que pour le moment, ce ne soit pas le cas, mais avec les différentes pressions, on ne sait pas ce qui peut se passer. Si les prix continuent d'exploser, il est possible qu'il y ait des surtaxes qui soient imposées. Donc là, ça viendrait amputer un petit peu les résultats, mais il en resterait quand même à Engie. Après, personnellement, sans faire de politique, je vous dis juste sur la notion business, ce que j'en pense. Moi, pour le coup, je suis contre qu'on fasse des surtaxes parce que ces entreprises-là ne profitent pas. C'est pas elles qui ont créé ces conditions-là. C'est pas elles qui créent ces prix, ces tarifs. C'est-à-dire que elles sont tout le temps soumises à ces aléas. C'est-à-dire que quand le prix du gaz était hyper bas, que Engie avait du mal à faire du cash, et ben là, on disait pas, ah oui, mais en fait, elle est pénalisée par ça, donc on va aider Engie et on va filer de l'argent à Engie. Non, c'était pas le cas. C'est-à-dire que Engie ou Total Energy, avec des prix du pétrole qui à un moment donné ont même été négatifs, ils ont eu des résultats qui étaient complètement pourris. Et ben, ils ont dû assumer. Par contre, quand les prix augmentent, et ben là, c'est justement pendant cette année-là qu'il faut qu'ils mettent du cash en réserve pour les
des années de vaches maigres. Bref, la parenthèse est fermée. En tout cas, les résultats sont exceptionnels et ça devrait continuer sur 2022. Si on regarde justement rapidement pour résumer le premier semestre 2022, donc les résultats puissants, l'exposition au gaz russe qui a été réduite de manière significative, ça a été divisé par 4 en seulement quelques mois. Donc, il n'y a plus énormément de risques par rapport à la Russie au niveau d'Engie. Ils ont réussi à diversifier les sources d'approvisionnement au niveau du gaz. Ils ont passé des pertes au niveau de Nord Stream 2. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Normalement, plus vraiment de mauvaises surprises à attendre du côté russe. Ils sont en négociation avec le gouvernement belge par rapport à la prorogation des centrales nucléaires en Belgique. Alors, Engie voulait sortir complètement de ses activités. Là, ce ne sera pas le cas. Mais ce qui est bien, c'est que par rapport à la situation actuelle, là où le gouvernement belge, il y a 7-8 mois en arrière, montrait les dents par rapport à Engie, il voulait imposer ses conditions et notamment ses conditions tarifaires. Et bien là, Engie a le pouvoir de pouvoir négocier d'égal à égal avec le gouvernement belge. Donc ça me paraît être intéressant. Et puis au niveau des renouvelables, ils continuent à dérouler leur plan stratégique et à investir lourdement. Et le plan stratégique, c'est quoi? C'est notamment en target, si vous regardez en bas à droite en vert, d'avoir 50 gigawattheures d'énergie renouvelable en 2025 et 80 en 2030. Aujourd'hui, ils sont à 36 gigawattheures. Ils ont 71 gigawattheures dans le pipeline. Donc, ils sont très, très bien partis pour atteindre leurs objectifs 2025 et 2030 et même, à mon avis, les dépasser. Et au niveau des pays, en 2018, ils étaient présents dans 70 pays. En ce moment, entre les sessions actives et les sessions à venir, il y a 35 pays et ils ont pour objectif en 2023 d'être présents dans moins de 30 pays. Donc, Engie a réduit son périmètre. Plutôt que d'être petit un peu partout, ils préfèrent être puissants, être forts sur certains marchés et investir sur ces marchés-là qui sont porteurs. Je trouve que c'est une bonne stratégie. Si on regarde rapidement les renouvelables avec le pipeline en développement, on voit que l'énergie numéro 1 en développement, c'est le solaire avec 25 gigawattheures suivi donc de l'onshore wind. Donc ça, c'est les éoliennes terrestres puis des éoliennes en mer. Donc voilà, on voit qu'ils misent sur ces 3 énergies au niveau des renouvelables. Si on regarde la guidance 2022, la guidance donc c'est entre 3,8 milliards et 4,4 milliards de résultats nets. Donc c'est énorme. Et si jamais les conditions se maintiennent au niveau des prix, il pourrait même y avoir 700 millions de résultats supplémentaires. C'est ce qu'ils ont communiqué, en sachant que le payout ratio cible est entre 65 et 75% pour le dividende, avec un floor, un plancher à 65 centimes d'euros. On sera bien au-delà de ça pour le dividende de 2022 qui sera versé sur 2023. On va en parler dans un instant. En tout cas, j'en ai profité pour me renforcer sur Engie. Mon portefeuille est passé de 300 actions à 350 actions. En fait, j'en ai racheté à la toute fin juin 50 actions à un prix de 10,89 €. J'avais profité de la baisse du cours de bourse pour me renforcer et donc j'ai maintenant 350 actions Engie à un prix de revient unitaire moyen de 11,38 €. Mes objectifs au niveau d'Engie, c'est quoi? C'est de sécuriser mon portefeuille dans un contexte qui est loin d'être sécurisé et donc de sécuriser aussi mes dividendes contre l'inflation avec une action qui profite du boom des prix de l'énergie. Mettre des énergies renouvelables rentables dans mon portefeuille, puisque vous avez quand même des boîtes qui ne gagnent pas grand-chose. Engie génère du cash et les énergies renouvelables sont rentables. Et ça me permet aussi donc de miser, ce n'est pas une surprise pour vous, sur le nouveau Engie recentré et plus agile et axé à fond et sur le gaz et sur les énergies renouvelables. Mon objectif final à voir si jamais le cours de bourse d'Engie m'en donne l'occasion, ce serait d'atteindre les 500 actions, mais je ne vais pas les acheter à n'importe quel prix, et ensuite de les passer au nominatif administré, puisque je vous rappelle, je vous en avais déjà parlé précédemment, mais que quand vous avez des actions Engie, que vous les passez au nominatif administré, vous les gardez au moins 2 ans et 2 ans plus tard, vous avez un dividende majoré de plus 10%. Voilà, donc ça c'est ma stratégie au niveau d'Engie, en sachant que la politique de distribution, je vous l'ai dit, c'est un payout ratio de minimum 65% et jusqu'à 75%. En 2022, au titre de 2021, c'est 85 centimes d'euros par action qui ont été versés. Moi, ma projection de dividende, et encore, je dis ça au niveau de cette première projection, mais franchement, c'est assez conservateur. Ce serait un dividende compris entre 1 € et 1,07 €. Et si je suis un peu moins conservateur et que les prix continuent comme ça, etc., ce dividende pourrait même monter aux alentours des 1,15 €, voire 1,30 €, ce qui nous donnerait au cours actuel de l'action un dividende avec un rendement de 10%.
Donc à voir, hein, ça c'est pas sûr, hein, cette deuxième version. C'est sûr qu'il sera au-dessus d'un euro. Franchement, je ne le vois pas en dessous d'un euro. Mais par contre, jusqu'où il montera, eh bien, on verra au niveau de ce dividende Engie. Ça dépendra des résultats 2022 et des cours du gaz sur la deuxième partie de l'année. Mais pour le moment, on l'a vu au début, ça flambe. Au niveau d'Engie, vous avez le graphe sur 5 ans à gauche et le year to date en bas à droite. Donc depuis le début de l'année, vous voyez, sur les 5 dernières années, le parcours n'a pas été fameux. Mais bon, à chaque fois que l'action se redressait bien, il y a un événement mondial qui vient justement faire baisser le cours de bourse. En 2020, l'action avait passé les 16 euros et se redressait bien par rapport justement à tout ce plan stratégique de recentrage sur les énergies renouvelables, etc. Et il y a le Covid qui est arrivé. En 2022, ça commençait à bien se redresser sur le début de l'année. Ça avait repassé les 14 euros et la guerre en Ukraine est arrivée. Donc voilà, c'est compliqué pour le parcours de bourse d'Engie. Alors, si vous regardez depuis le début, depuis la cotation, oui, bien sûr qu'elle est sur une pente qui descend, hein, l'action Engie. Mais moi, ce que je préfère regarder, c'est le futur et c'est le nouveau Engie. Vous voyez, depuis le début de l'année, elle surperforme quand même le CAC 40. Mais c'est normal, hein, par rapport à ces cours de l'énergie qui flambent, moins 3,32%. Il y a eu différentes opportunités pour pouvoir les acheter. Vous voyez, ça baisse de manière régulière. Moi, j'aimerais bien me renforcer aux alentours de mon PRU actuel, vers 11,50 €. Et si jamais l'action m'en donne la possibilité, sous les 11 euros, vers du 10,90, 10,75, pouvoir me renforcer donc pour aller charger ces fameuses 500 actions au total. Et ensuite, ma position, elle sera complète sur Engie. Je passerai ça au nominatif et je me contenterai de toucher mes dividendes majorés de plus 10%. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour m'avoir suivi jusqu'au bout. Maximum de likes, s'il vous plaît, ça m'aide au niveau de la chaîne. Partagez également, s'il vous plaît, cette vidéo auprès des personnes qui sont intéressées par la bourse et notamment par l'idée de toucher des compléments de revenus grâce à la bourse. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur investir dans les dividendes. Ciao!